je suis tout à fait heureux d'être là. Je suis tout à fait heureux de l'invitation. Merci Cécile, merci Ladbu. Je suis très heureux aussi de passer après Zeynep, qui a vraiment dit des trucs bien et intéressants, en particulier l'analyse du rôle des bibliothèques. Je serais peut-être moins précis là-dessus. J'y ai peut-être moins pensé qu'elle, moins réfléchi qu'elle à cet aspect-là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est donc d'expliquer depuis mon point de vue un petit peu les clés du changement. Alors, ça a quand même un lien avec les bibliothèques. On va voir que, par exemple, les questions de référencement et d'indexation qui semblaient intéresser beaucoup dans le chat ont un vrai rôle quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Peut-être même un rôle de concurrence. On va voir si c'est le cas ou pas. Donc voilà, donc les ressources éducatives libres, autant de l'IA, ce qui peut changer. Et donc la perspective est celle de la chaire UNESCO que je porte, qui est une chaire qui vient qui est à mi-chemin entre les sciences, puisque je suis informaticien, et donc la question des REL. Oui, on passe au transparent suivant. Donc, je ne vais pas faire la redéfinition des règles, puisque Zeynep l'a fait beaucoup mieux que moi, mais je vais juste dire qu'il y aurait plein de choses dont je pourrais parler, mais dans le petit quart d'heure que j'ai, je ne le ferai pas, donc je ne parlerai pas de licence Creative Commons, même si c'est ultra important, c'est peut-être la clé, et c'est intéressant de voir dans la définition de Zeynep comment la licence libre apparaît dès la définition. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qui va arriver après. Donc ça, c'est très important. Je ne vais pas parler de la coalition dynamique, puisque Zeynep en a déjà parlé. Et je ne vais pas parler d'un truc important qui est la conférence Open Education globale, puisque vous allez avoir un exposé spécial là-dessus. On a la chance d'avoir donc la conférence de référence sur ces questions qui aura lieu à Nantes au mois d'octobre, mais chut, c'est pas à moi d'en parler. On passe au transparent suivant. Et donc le transparent suivant, c'est de dire que même sans IA, il y a des questions qui sont importantes. Donc, une des façons de définir les règles, qui est une façon un peu mnémotechnique, c'est de parler des 5 R. Donc, les 5 R, ce qui est intéressant, c'est que ça définit effectivement, surtout du point de vue de l'enseignant, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire, le but, en utilisant des ressources éducatives libres, pour l'enseignant, c'est d'avoir le droit de récupérer et donc d'avoir sur sa machine, parce que le plus souvent, c'est du numérique, mais pas seulement, donc l'enseignant a le droit d'avoir légalement une copie de la télécharger. Il n'a pas, pour télécharger, besoin d'aller justement demander des autorisations, payer un prix, passer par quelque chose qui l'obligerait à mettre son nom ou des choses comme ça. Donc ce droit de récupérer, il est non trivial. On sait aujourd'hui, c'est le cas pour ce qui est la recherche ouverte, que c'est ce qui est en train de faire la différence. C'est-à-dire que les ressources qui sont en open access, elles signifient explicitement ça. Elles veulent dire que les chercheurs peuvent y accéder ouvertement. Alors que d'autres, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de mettre des barrières ou pas dans la récupération. Voilà, donc sans, on n'a juste pas le droit. Alors le suivant, le deuxième R, c'est la réutilisation. C'est-à-dire, l'enseignant, en tant qu'enseignant, a envie de réutiliser en cours ce matériel. Il a envie de l'afficher, il a envie de pouvoir le mettre sur son site web, ou je pourrais l'utiliser en ce moment dans cette vidéo, et je ne serais pas embêté à dire, mais en fait, tu sais, je vais l'utiliser dans la vidéo, mais enfin dans ce talk, mais surtout ne l'enregistre pas, parce que en fait, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Donc on voit bien le blocage, si je me mettais à utiliser des ressources qui ne seraient pas libres, mais le blocage que ça créerait. Et sans, on a le système actuel. Aujourd'hui, depuis l'école maternelle, d'accord, tenez-vous bien, jusqu'à l'université, les enseignants reçoivent des messages barbants, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, disant, voilà combien de photocopies de chaque bouquin ou de chaque page de chaque bouquin est-ce que vous avez fait ce trimestre ou ce semestre pour partager avec vos élèves. J'ai reçu hier un message d'une directrice d'école maternelle qui, en plus de Covid, devait faire ce travail laborieux de récupérer, de recompter. On comprend très bien qu'il y a un problème de droit d'auteur, mais quelque part, dans le travail de l'enseignant, cette partie-là, ça signifie juste que, effectivement, les ressources dont on parle ne sont pas libres. Alors, bien entendu, je dis, il suffit de demander l'autorisation. Sauf que les gens ne le font pas. Je demande à mes doctorants d'aller chercher des articles qui ne sont pas libres. Ça les embête d'aller me demander à un grand enseignant ou un grand chercheur quelque part l'autorisation. Donc, ça coince. Troisième R, le droit de réviser. Alors, celui-là, si on va sur des catalogues de ressources dites libres, y compris en France, on va voir, voilà, nos ressources sont libres, mais attention, si vous les utilisez telles quelles, depuis le début jusqu'à la fin, sans rien rajouter de plus.
C'est écrit dans les textes légaux qui vont accompagner certains sites pour bien expliquer, attention, il s'agit de la définition d'une œuvre. Donc, une œuvre, ça ne se défend pas. En particulier, je ne peux pas, si j'ai un super exposé qui me raconte la situation, que moi j'ai envie de dire, au fait à Nantes, il y a aussi ça, je ne peux pas rajouter de transparence supplémentaire. Je ne peux pas, si c'est un exposé sur les États-Unis qui s'arrête en 2015, décider que j'ai envie de compléter avec 2 transparents qui expliquent ce qui s'est passé depuis 2015. C'est pas rien. Réviser, je ne peux pas non plus, par exemple, en faire un produit dérivé au hasard, mais traduire. Donc, je peux trouver une super ressource en anglais et j'ai juste pas le droit de traduire. Si je veux traduire, ça devient une autre œuvre et on rentre dans une autre logique. Il faut que je fasse des choses. Donc voilà, donc ça coince quand même un petit peu. C'est des choses que je peux pas faire. Transparent suivant. Le 4e R, c'est le droit de remixer. Ça va aller plus vite puisque c'est de la révision plus. C'est la possibilité de mettre ensemble de ressources pour en créer une nouvelle. En fait, c'est ce que tous les enseignants à l'université font déjà. Quand on crée des cours, on passe notre temps sur Internet à récupérer des morceaux à droite et à gauche, et finalement, un nouveau cours, on jette pas tout le matériel, on passe notre temps à réassembler des choses que d'autres ont faites de manière intelligente, et on aimerait bien juste avoir le droit de le faire. Alors bien sûr, on a le droit de le faire à partir du moment où tout est libre. Si c'est pas libre, on n'a pas le droit de le faire, ou alors on le fait parce qu'il faut bien qu'on enseigne. Mais dans ce cas-là, on est coincé, c'est-à-dire en plein Covid, des collègues qui refusent de passer sur Zoom parce que, bien entendu, les transparents qu'ils ont utilisés en faisant comme ça du remixing, ils n'ont pas vraiment le droit de les diffuser. Donc, je donnais un exemple de ClassCode. Je sais que Cécile a d'autres exemples de belles ressources collaboratives qui commencent à se faire et c'est juste la bonne manière de travailler à partir de maintenant. Et donc, la 5e, effectivement, c'est de redistribuer, c'est-à-dire une fois qu'on a créé des ressources, on les met ensemble et on crée et on les remet dans le système, c'est-à-dire on les réaffiche sur des pages web, d'autres enseignants peuvent continuer et ainsi de suite. Il y a tout un aspect sur le droit d'auteur, où il faut quand même être capable de suivre qui a fait quoi et de retrouver l'historique, mais quelque part, c'est ça l'esprit du système. Voilà, et puis sinon, ça coince. Sinon, on a vu ça se passer pendant cette période à l'université où des gens ont pu coincer un petit peu. Bien, continuons. Le suivant. Donc, j'ai à peu près tout dit sur celui-là, mais c'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sans ressources éducatives libres. Et quand on gratte et qu'on discute avec les enseignants, quand on gratte ou on discute avec le ministère, quand on gratte et on discute avec les différents acteurs de l'éducation, on voit bien qu'il y a un problème de partage. J'ai une tendance à penser qu'on partage moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Quand j'ai commencé ma carrière, je pouvais savoir ce qui se passait dans les cours autour de moi. Aujourd'hui, les différentes plateformes Moodle sont fermées à clé, y compris entre collègues. C'est quand même assez extraordinaire d'en être arrivé là. Et les arguments, alors on va toujours expliquer que oui, c'est la sécurité, tu comprends, etc. Mais on a perdu beaucoup d'ouverture en pas mal d'années. Donc, il faut effectivement aller dans l'autre sens, réouvrir. Suivant. Pour arriver quand même à dire un mot sur l'IA, donc au suivant, donc ça c'était juste pour expliquer que c'était facile. Alors, première chose, c'est de se dire après ça, est-ce qu'on peut être juste libre dans l'esprit? Et donc, est-ce que c'est une position philosophique? Et la réponse, elle vient en fait dans le transparent de Zeynep de tout à l'heure. Non, il y a une définition explicite qui dit, la liberté, elle passe aussi par des contraintes. Toutes les libertés passent par des contraintes. Et dans le cas des ressources éducatives libres, ces contraintes, c'est les questions de licence. C'est-à-dire, c'est le fait que l'auteur d'une ressource doit pouvoir dire explicitement et pas implicitement, cette ressource, elle est faite pour être partagée. D'où l'intérêt des licences Creative Commons, mais c'est à peu près clair aujourd'hui que le système se coince à partir du moment où les gens se disent juste « Tiens, je partage, je mets mes slides en partage, ou je mets mon polycopier encore en partage », mais si en fait l'effort n'a pas été fait de dire « Je le mets de telle façon en utilisant une licence », ça va coincer. Et en fait, malheureusement, si on va sur les catalogues de ressources dites libres, en particulier en France, on va trouver l'absence de licence, des anciennes licences qui ne sont pas du tout adaptées aux ressources éducatives, des anciennes licences CC qui n'ont pas été remises à jour, et entre-temps, on a compris que des choses
il y a 10 ans qu'on faisait, mais finalement, c'est pas comme ça qu'il faut les faire aujourd'hui. Des licences en contradiction avec elles-mêmes, c'est-à-dire on peut tout à fait avoir une même ressource qui est licenciée 2 fois sur le catalogue. D'accord, une fois dans les métadonnées et puis une fois au niveau du catalogue tout entier, avec une contradiction entre les deux. C'est quand même assez difficile pour l'individu de s'en sortir. Et puis parfois, c'est quand même à peu près fait proprement, sauf qu'on a bien fait attention à interdire aux robots d'accéder au catalogue. Donc, je ne sais pas très bien comment on fait pour effectivement retrouver ces licences, puisque ces licences, ces ressources qu'il s'agirait de partager. Suivant l'impact de l'IA. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'IA ? Ça, c'est le moment où on va des quelques challenges. Le genre de choses que l'IA est capable de faire aujourd'hui. On continue. Le suivant. Donc, ce que l'IA est capable de faire, c'était de faire de la recherche de ressources. Donc ça, tout à l'heure, j'ai vu passer le mot indexation, mais c'est comme indexer le web. D'accord ? La quantité de ressources éducatives libres est juste colossale. C'est non indexable à la main. Donc, le travail d'indexation doit être un travail qui est fait comme l'indexation des grands moteurs de recherche. Sauf qu'il faut le faire en se basant sur le monde du libre et donc en allant chercher les licences aux bons endroits. Donc, c'est un travail d'IA. L'adaptative learning, c'est qu'une fois qu'on trouve des ressources, il faut pouvoir les recommander aux bonnes personnes. Et puis, il y a un projet qu'on est en train d'essayer de démarrer à Nantes qui est de l'aide à la construction de ressources, c'est-à-dire imaginer un scénario dans lequel l'enseignant écrit un script, donc écrit quelques lignes pour dire voilà ce sur quoi est mon cours, un schéma de cours, et se voit rapidement proposer des ressources éducatives libres, intégrées à des endroits de son cours pour pouvoir effectivement construire un nouveau cours. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, le summum de l'intelligence artificielle, bien sûr, serait demain d'avoir des fake cours. Vous avez déjà vu des fake news, vous avez vu des fake vidéos, des fake ceci, des fake cela. Est-ce que demain, on peut avoir un fake cours, c'est-à-dire un cours qui n'est pas construit par une machine, par un humain, qui serait construit par une machine, en prenant des bribes de cours qui sont libres un peu partout, on les met ensemble et puis on obtient comme ça un nouveau cours. Donc, c'est des projets, ce sont des choses qui ne sont pas en cours, mais de la même manière que vous avez des fake articles qui synthétisent des situations, on peut imaginer d'avoir ce genre de choses-là. Je ne dis pas si c'est souhaitable ou pas, je dis c'est les défis pour l'IA. Alors, pour finir, donc on passe à transparence. Juste dire que donc l'IA est un domaine qui a avancé extrêmement vite dans l'éducation, et donc dans le cas des ressources éducatives libres, il va avancer encore plus vite avec des questions. Alors, on a tendance à décrire ces 4 étapes lorsqu'on va parler d'IA, c'est-à-dire au début, l'IA sert juste à comprendre ce qu'il y a. Ensuite, à analyser un peu plus précisément ce qu'il y a. Donc, par exemple, dans le cas des ressources éducatives libres, être capable de savoir quels sont les domaines dans lesquels il y a des ressources et les domaines dans lesquels il n'y a pas. Le troisième, c'est-à-dire la prédiction, c'est de pouvoir dire je pense que la ressource dont telle ou telle personne a besoin, c'est cette ressource-là. Et la prescription, c'est quand le moment où on commence à savoir que la prédiction n'est pas juste quelque chose, je le savais, mais en fait, je prédis que c'est ça que tu vas regarder, mais en fait, c'est de ça que tu as besoin. Et donc, quand on commence à avoir des algorithmes de ce type-là, on a des algorithmes dits de prescription. Alors, pour finir, les 3 raisons pour lesquelles, à partir du moment où on fait des ressources éducatives libres, le nouvel acteur IA a un rôle important. Phénomène d'amplification, l'erreur est humaine et le besoin d'analyser en profondeur les réels. Transparence suivant. Donc, le changement d'échelle, le changement d'échelle, c'est que tant que c'est des humains qui regardent des ressources éducatives libres, y compris si ces humains sont des documentalistes, il n'y a pas grand mal à se tromper un petit peu. D'accord ? Ça veut dire si les choses sont pas très bien licenciées, c'est pas très grave. Par contre, bien entendu, dès que c'est des humains, ça change. Dès que c'est des machines, ça change la donne. C'est-à-dire la machine, elle va consommer, entre guillemets, des milliers ou des dizaines de milliers de ressources, que ce soit pour les indexer ou que ce soit pour les recommander. Alors pourquoi ça c'est important ? C'est qu'un des défauts de l'IA, c'est que parfois l'IA va prendre ce qui est le plus facile à récupérer. D'accord ? On commence par traiter finalement avec la machine les problèmes les plus simples. Et les problèmes les plus simples dans le domaine des ressources éducatives libres, ça va être souvent d'aller utiliser la langue dominante, donc d'aller aller s'occuper des ressources en langue anglaise.
parce que c'est beaucoup plus simple, parce que ces ressources sont construites d'une certaine façon, que les moteurs sont ainsi construits, que les modèles sémantiques sont mieux fichus, et ainsi de suite. Donc un des dangers, il est là, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, on peut voir une accélération de la domination d'une langue un peu plus présente que les autres. Suivant. La deuxième, c'est que l'erreur est humaine. Alors l'erreur est humaine, ça veut dire que si moi je fais une erreur lorsque je cite une ressource et que je n'avais pas le droit, normalement je l'enlève et je fais oups, je suis désolé, je m'excuse. Si l'IA fait une erreur, on ne pardonne pas. Si l'IA, par exemple, se met à recommander des ressources qui ne sont pas libres, à recommander Star Wars à tout le monde, il y aura un problème. Donc ça oblige l'IA à faire beaucoup plus attention. Ce qui va aussi signifier que si les choses ne sont pas proprement licenciées, effectivement, on va les trouver à l'extérieur du système. Parce que, on prendra des décisions qui vont être des décisions de précaution par rapport à ce genre de choses-là. Et la troisième chose, c'est de comprendre où on en est. Et ça, c'est peut-être une question intéressante pour les bibliothécaires, c'est que sur les ressources éducatives libres, on en est à une époque pré-1998. Alors, certains se rappelleront, c'est l'époque où les moteurs de recherche fonctionnait non pas sur les données, mais sur les métadonnées. C'est-à-dire, on allait regarder juste le titre et puis les quelques métadonnées qu'on rajoutait en haut de la page web, et c'est sur cette base-là que les moteurs de recherche fonctionnaient. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Les grands catalogues de ressources éducatives libres qu'on va trouver sur le web, mais on peut les consulter à travers les mots-clés ou à travers les métadonnées, mais pas à travers les contenus eux-mêmes. Or, l'IA aujourd'hui permet de faire une analyse lexicale, une analyse sémantique des textes, des images, des vidéos, qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, ce passage est en train de commencer à s'opérer en ce moment. On a des projets en cours. Voilà. Donc, je ne veux peut-être pas vous embêter avec celui-là, même si c'est très bibliothécaire, mais c'est juste pour indiquer qu'on est un petit peu à un tournant. On est à un moment où les ressources, il y en a vraiment de plus en plus. Les outils de l'IA sont en train d'arriver. Il y a des risques que ces outils de l'IA, finalement, comme toujours avec les outils, qu'il y ait des biais introduits à travers les outils. Et dans ce cas-là, pour moi, va être d'aller au plus simple et donc d'aller sur l'anglophone et de ne pas être capable de s'occuper à la même vitesse du francophone, du lusophone, de l'hispanophone et ainsi de suite. Donc ça peut entraîner des choses. Mais inversement, par contre, c'est aussi des outils qui peuvent vraiment nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je vais conclure là-dessus en espérant ne pas avoir trop débordé. Juste dire à Nantes que c'est ces sujets-là qu'on travaille au sein de la chaire Ressources éducatives libres et intelligence artificielle, qu'on tient un blog et puis qu'on est toujours aussi content de collaborer avec qui le veut.